Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, je suis Ndouga Jean-Charles, enseignant de philosophie. Le cours d'aujourd'hui s'intéresse aux élèves de terminale, toutes séries confondues. Alors, au sommaire de notre séance, nous aurons une session introductive, une introduction, des objectifs, des prérequis, un problème philosophique sera formulé, une problématique et naturellement, nous allons terminer par des exercices de consolidation pour vous qui êtes à la maison. À l'introduction de notre séquence, nous devons nous poser une question simple. De quoi s'agit-il dans cette séquence? La séquence porte sur la science et elle comporte 3 étapes. Première séance, définition, origine, objet de la science. Deuxième séance, l'esprit scientifique. Troisième séance, la valeur de la science. Aujourd'hui, nous allons nous préoccuper de l'esprit scientifique. C'est notre seconde séance. L'objectif que nous allons chercher à atteindre est simple. Quand nous disons l'esprit scientifique, il s'agit d'abord de le définir. Donc à la fin de cette séquence, tu seras capable de définir l'esprit scientifique. Mais en plus, pour distinguer le scientifique des autres êtres, des autres hommes, il faudra déterminer les différentes attitudes qui caractérisent le scientifique. On parle alors des différentes attitudes que le scientifique doit adopter face à son objet d'étude. Nous n'allons pas engager cette séquence sans vérifier au préalable les différentes connaissances dont nous avons besoin pour que vous compreniez la leçon du jour. Alors, rappelons-nous que la dernière fois, je vous avais donné des sujets de réflexion. Alors, le premier sujet qui se rapportait à la définition de la philosophie de la science était le suivant. Science et préjugés vont-ils de pair? Alors, si vous avez réfléchi sur ce sujet, essayons de le corriger ensemble. D'abord, il va se poser un problème, celui du rapport entre science et préjugés. Alors, qu'est-ce que le vulgaire va penser? D'emblée, que science et préjugés vont de pair. Science et préjugés sont synonymes parce que, pour le vulgaire, la connaissance scientifique, c'est un ensemble de ragots, c'est un ensemble d'opinions, ce sont des préjugés. Est-ce que cela est vrai? Remettons donc en cause ce savoir. Et nous allons constater que les préjugés, les opinions, les ragots sont des connaissances invraisemblables. Sont des connaissances que l'on adopte avec parti pris. Et voilà justement pour cela que la science va s'opposer à ce type de savoir. Que faut-il donc penser par rapport à ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut tirer ici comme conclusion, comme synthèse? On comprend donc que la science se pose en s'opposant aux préjugés. Deuxième sujet, celui-ci portait sur l'origine de la science. Et nous nous sommes demandé si la rationalité scientifique était la meilleure forme de rationalité. Par rapport à ce sujet,
Disons d'abord qu'il s'agit ici de déterminer la valeur de la rationalité scientifique par rapport aux autres formes de rationalité. À ce sujet, disons que d'emblée, la rationalité scientifique remet en cause les autres formes de rationalité. Elle disqualifie la rationalité théologique, elle disqualifie la rationalité métaphysique et elle se pose comme la seule forme de rationalité. Est-ce que cela est totalement vrai? Constatons deux choses. D'abord, l'histoire nous révèle que la rationalité scientifique chemine encore aujourd'hui avec les autres formes de rationalité. En l'occurrence, la rationalité théologique, la rationalité métaphysique. Mais remarquons ici que la rationalité scientifique est limitée. La science ne parvient pas à tout expliquer. Il y a un certain nombre de choses qui échappent à la science, chose due au fait que le réel est divers et complexe. Qu'est-ce qu'il faut donc penser? Comprenons qu'il y a des choses que les autres formes de rationalité expliquent mieux que la science, ou alors elles réussissent là où la science a échoué. La science est donc une forme de rationalité et non la rationalité. Enfin, nous vous avons interrogé sur l'objet de la science. Et là, nous nous sommes demandé si l'objet de la science était abstrait. Disons pour répondre à cette question que si nous définissons la science comme connaissance, on pourrait penser que son objet est effectivement abstrait. On pourrait penser que son objet est à la fois abstrait et concret. Mais lorsque nous revenons rigoureusement sur la définition de la science comme cette discipline expérimentale qui veut étudier les phénomènes concrets, nous comprenons alors que l'objet de la science est exclusivement concret. J'espère que c'est ce que vous avez fait à la maison. Et alors, si ces connaissances sont déjà assises, nous pouvons donc aujourd'hui parler de l'esprit scientifique. Le scientifique veut se distinguer des autres êtres. Et pour ce faire, il adopte un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de précautions. Pour parler donc de ce scientifique, nous sommes obligés de poser le problème de la nature de l'esprit scientifique. Formulons quelques interrogations simples, et je pense que tu peux le faire avec moi. La première, qu'est-ce qui caractérise l'esprit scientifique? Nous comprenons donc que nous allons définir l'esprit scientifique. Deuxième question, quelles sont les exigences de l'esprit scientifique? Et ici, nous allons donc chercher à déterminer les conditions qu'il faut remplir pour être dit scientifique, ou alors les conditions qu'une discipline doit remplir pour être appelée discipline scientifique. Le plan de notre séance, c'est en 2 points. D'abord, les caractéristiques de l'esprit scientifique, ensuite, les exigences de l'esprit scientifique. Commençons par les caractéristiques de l'esprit scientifique. Et pour ce faire, définissons l'esprit scientifique. On entend par esprit scientifique un ensemble de démarches, d'attitudes, de précautions que le chercheur ou le savant doit adopter dans son processus de recherche et surtout en face de l'objet de sa recherche. Quels sont donc les traits qui caractérisent l'esprit scientifique? Il y en a principalement 4. Retenons ensemble. D'abord, il y a la rationalité. L'esprit scientifique est dit rationnel. Pourquoi? Parce qu'en science, il n'y a d'explication que rationnelle. Tout relève de la raison. Deuxième caractéristique, la logique. En science, les démonstrations sont logiques. La vérité découle de la démonstration. Troisième caractéristique, le déterminisme. L'esprit scientifique est dit déterministe parce qu'il repose sur la loi de la causalité, qui voudrait que chaque chose qui existe soit l'effet d'une cause.
Quatrième chose, le positivisme. L'esprit scientifique dit positif, parce qu'en science, on ne parle que du concret. On ne parle que de ce qu'on peut expérimenter. On ne parle que de ce qu'on peut observer. La logique, le déterminisme et enfin le positivisme. Et maintenant, abordons les exigences de l'esprit scientifique. Il y en a 3. L'objectivité, la méthode et enfin l'application. Commençons par l'objectivité. Qu'est-ce que l'objectivité? Être objectif signifie principalement 2 choses. D'abord, c'est être neutre, impartial, en face de son objet d'étude. Le scientifique ne doit décrire que les faits. Il doit traduire les faits. Il doit donc créer une distance entre lui et le fait. La deuxième chose, c'est que le scientifique doit s'interdire tout jugement de valeur. C'est cela être objectif. Il s'interdit tout jugement de valeur par rapport à l'objet d'étude, par rapport à la démarche, par rapport au résultat. Il ne doit pas se demander, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Non. Ce qu'il recherche, c'est purement et simplement la vérité. Alors, c'est de l'objectivité scientifique dont parlait Neil. Neil, c'est un physicien, et c'est en 1970, lors du discours de réception de son prix Nobel. Et il disait ceci, suivons ensemble. Et tu m'écoutes très bien. Si je fabriquais des couteaux de boucher, je me sentirais à l'aise, même si ces couteaux servent à égorger des gens. Et il va ajouter, ce n'est pas au coutelier de s'occuper de l'emploi criminel que d'autres peuvent en faire. Voyez, ce n'est pas au coutelier de s'occuper de l'emploi criminel que d'autres peuvent en faire. Le scientifique ne s'encombre donc pas de jugement de valeur. Mais la question que nous allons nous poser, est-ce que c'est vraiment possible? Nous voyons donc là les limites de l'objectivité scientifique. Là également, nous avons 2 limites. 2 critiques que nous pouvons adresser à l'objectivité, entendue comme neutralité ou alors comme interdiction des jugements de valeur. Première chose, commençons par dire que le scientifique est un homme normal comme vous et moi. Un homme qui a ses passions, un homme qui a ses désirs, un homme qui a ses ambitions, un homme influencé par diverses sortes de déterminismes. En entrant dans son laboratoire, il ne va donc pas laisser ses passions à la porte. Il entre dans son laboratoire avec ses passions, parce qu'il est un être normal. Et ses passions, ses désirs, ses déterminismes influencent nécessairement son étude, influencent son observation. Mais la deuxième chose, en termes de critique, disons que la science n'est pas socialement neutre. Pourquoi? La science est le fruit des hommes d'affaires, des hommes d'État, des bailleurs de fonds qui financent les recherches et qui les orientent vers des fins hégémoniques, des fins stratégiques, même des fins financières. La science n'est donc pas socialement neutre. Pierre Thuillier dit donc à cet effet, affirmer la neutralité de la science, c'est nier la logique opératoire qui lui est immanente. Alors, que faut-il donc penser au sujet de l'objectivité? Nous comprenons alors que être objectif, ce n'est pas être neutre, c'est illusoire. Être objectif, c'est montrer qu'on peut suivre une démarche. Et en science, c'est montrer qu'on peut suivre le protocole de la démarche expérimentale, en faisant permanemment l'effort de faire taire la subjectivité pour qu'elle n'interfère pas dans notre recherche. Ce que dit très bien Gaston Bachelard. Être objectif, c'est prouver qu'on applique correctement une méthode. L'autre exigence de l'esprit scientifique, effectivement, vous voyez, c'est
prouver qu'on applique correctement une méthode. La prochaine exigence, c'est donc la méthode. C'est quoi un scientifique? C'est quoi l'esprit scientifique? C'est un esprit méthodique. Le terme méthode vient du latin methodus, qui signifie chemin vers. La méthode est donc un cheminement que l'on adopte dans la recherche de la vérité. Si nous partons de cette définition, nous comprenons que chaque discipline a sa méthode. La science a également la sienne. Et en science, la méthode a été systématisée par Claude Bernard en 3 étapes. L'observation des faits, la formulation des hypothèses, la vérification expérimentale qui est suivie de la généralisation de la loi. En procédant de la sorte, nous disons de la science qu'elle est inductive. Pourquoi? Parce que la science part de l'observation de quelques faits et elle généralise les résultats obtenus sur l'ensemble des faits de la même nature. Alors, le faisant, la science aboutit à des résultats absolus. Par exemple, j'observe un premier corbeau, il est blanc et noir. Un deuxième corbeau, il est blanc et noir. Un troisième corbeau, il est blanc et noir. Un énième corbeau, il est blanc et noir. Qu'est-ce que tu vas conclure avec moi? Tous les corbeaux sont blancs et noirs. Effectivement, c'est ce que la science fait. Elle aboutit donc à des résultats objectifs. Et c'est à ce niveau que se pose donc le problème de la méthode, parce qu'elle aboutit à des résultats objectifs. En effet, si on critique la science ici, c'est parce que, en généralisant les résultats sur les faits non observés, rien ne nous garantit que les résultats sur les faits observés seront les mêmes que sur les faits non observés. Ça, c'est d'un. De deux, ces résultats, qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont définitifs, qu'ils sont absolus? Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il existe un corbeau quelque part qui ne soit pas blanc et noir? Vous voyez donc que les résultats scientifiques, loin d'être absolus, doivent plutôt être des résultats provisoires. Résultats que l'on doit soumettre de manière permanente à un test qui peut intervenir à tout moment, soit pour les valider, soit pour les invalider, soit pour les confirmer, soit pour les infirmer. Voilà pourquoi Edmond Husserl, critiquant donc la science par rapport à la méthode, va affirmer: c'est l'essence propre de la science, c'est a priori son mode d'être hypothèse à l'infini et vérification à l'infini. Dernière exigence de l'esprit scientifique, l'application. Il n'y a de science que de ce qui est applicable. Nous disons d'une théorie scientifique, qu'elle est scientifique, lorsque cette théorie est vérifiable, lorsque cette théorie est applicable. Nous disons d'une hypothèse qu'elle est scientifique si on peut l'expérimenter. Si cela n'est pas le cas, cette hypothèse ne saurait être déclarée scientifique. Or, même à ce niveau, il y a un problème. Faut-il tout appliquer? Est-ce qu'il faudrait mettre en pratique toutes les hypothèses? Vous voyez donc, en posant cette question, ça nous amène vers une autre problématique, vers un autre problème, celui de la valeur de la science. Que faut-il donc retenir avec vous à la fin de cette séance? D'abord, que l'esprit scientifique est un esprit objectif. Ensuite, que l'esprit scientifique est un esprit méthodique, parce qu'il respecte le protocole de la démarche expérimentale. Et enfin, l'esprit scientifique est un esprit opératoire, parce qu'en science, tout est applicable. Nous allons ensemble passer aux activités d'intégration. Toi qui es à la maison, tu comprends alors que je vais te poser un certain nombre de questions et ensemble, nous allons chercher des réponses.
Première question, donne-nous la définition de l'esprit scientifique. Deuxième question, donne les caractéristiques de l'esprit scientifique. Troisième question, parmi ces exigences, quelles sont celles qui relèvent de l'esprit scientifique? Le dogmatisme, l'objectivité, l'obscurantisme, l'application, l'opinion, la méthode. Première question, donne la définition de l'esprit scientifique. Je sais que tu vas trouver avec moi, c'est un ensemble d'attitudes, de démarches, de précautions que le savant adopte devant son objet d'étude pour parvenir à des résultats objectifs. C'est bien si tu as trouvé. Deuxième question, donne les caractéristiques de l'esprit scientifique. Nous avons dit qu'il y en a 4, et tu vas citer avec moi. La rationalité, la logique, le déterminisme, le positivisme. C'est bien. Dernière question. Parmi ces exigences, quelles sont celles qui relèvent de l'esprit scientifique? Et nous avons dit qu'il y a 3 exigences. L'objectivité, la méthode, l'application. Alors, comme tu l'as très bien compris, maintenant, à la maison, pour un travail individuel, je vais te laisser 2 sujets de réflexion. Premier sujet, l'objectivité scientifique est-elle absolue? L'objectivité scientifique est-elle absolue? Deuxième sujet, les résultats scientifiques sont-ils définitifs? Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Tout à l'heure, je t'ai donné des sujets de réflexion. Ces sujets ne sont pas à garder. Travaille sur ces sujets pour mieux asseoir la leçon du jour. La prochaine séance portera sur la valeur de la science. Entre-temps, portez-vous bien.